Bonjour à tous. Alors dans les séances précédentes, on a appris comment l'être humain il s'approvisionnait en nutriments et en glucose, donc le sucre, et en oxygène, le dioxygène. Donc on a vraiment travaillé sur l'exemple de l'être humain, on a appris plein de choses sur son fonctionnement, on a même fait des expériences historiques pour bien comprendre le fonctionnement de tout ça. Mais vous savez bien que les êtres vivants dans l'environnement ne se résument pas à l'être humain. Donc c'était important ici, dans cette séance, qu'on s'intéresse un petit peu aux autres êtres vivants et qu'on s'intéresse aussi aux différents milieux de vie, donc le milieu aquatique et pas seulement le milieu terrestre. Donc, dans votre cahier, vous avez dû écrire à la suite du bilan du grand 4, le titre du grand 5, approvisionnement en dioxygène et milieu de vie. Et le problème, comment l'organisme s'approvisionne-t-il en dioxygène selon son milieu de vie? L'hypothèse, on pouvait en écrire d'autres, mais que je vous proposais ici, c'était les êtres vivants ont différents appareils respiratoires selon leur milieu de vie. Par exemple, le poisson possède des branchies pour s'approvisionner en dioxygène dans le milieu aquatique. Alors, cette activité permettait de travailler une compétence essentielle du cycle 4 en sciences, c'était de représenter des données sous la forme d'un dessin d'observation. Et donc, on a aussi fait un texte, mais c'était pas la compétence principale que je voulais travailler ici. Donc le dessin d'observation, normalement, vous l'avez déjà travaillé en 6e, mais c'était important là qu'on le refasse en 5e et qu'on remette un petit peu tout ça en place dans votre tête si c'était un petit peu confus ou un petit peu lointain. Donc avant de commencer à commenter et corriger cette séance avec vous, je vais reprendre la fiche méthode du dessin d'observation pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'est un dessin d'observation. Donc le dessin d'observation, ce n'est pas un schéma, hein, c'est une représentation de très très fidèle possible à la réalité. C'est quand vous faites un dessin, vous essayez de représenter vraiment le plus possible ce que vous observez. Donc là, il faut être vraiment très très précis, on représente exactement ce que l'on voit. Donc pour faire un dessin d'observation, il faut toujours une feuille de dessin, une feuille blanche, un crayon de papier, une gomme et une règle. Donc, avant de commencer un dessin d'observation, il faut bien se mettre d'accord sur ce qu'il faut représenter, ce qui est important, donc les éléments principaux. Ensuite, il faut vraiment, pendant toute la durée où vous faites votre dessin, utiliser uniquement un crayon de papier. Même pour écrire les titres, etc. C'est que du crayon de papier. Pas de stylo, c'est interdit, sinon ce n'est plus valable. Donc le dessin, il est toujours réalisé sur une feuille blanche, pas une feuille à carreaux, pas une feuille de couleur, non, vraiment une feuille blanche, du crayon de papier. Les traits fins sont très importants lorsque vous faites un dessin. Vous devez utiliser un crayon de papier bien taillé ou alors un porte-mine, les Critérium. Il faut que vos traits soient vraiment très très fins, donc pour ça, il ne faut pas du tout appuyer et il faut faire un seul trait net, très précis en un seul coup. Il ne faut pas s'y reprendre à plusieurs fois. Donc ça, c'est important. Si les traits sont grossiers ou sales, c'est pas très correct. Ensuite, pour faire les légendes dans votre dessin d'observation, donc là c'est un peu comme le schéma, les légendes doivent être tirées à la règle, toujours. Elles doivent être horizontales, donc je vous rappelle que l'horizon c'est quand on regarde au loin, on voit un trait au loin, horizontal c'est pareil, c'est le contraire de vertical. Tous les traits de légende doivent se terminer par des flèches qui pointent les éléments qu'on veut montrer. Donc la flèche, c'est comme vous avez dit au tir à l'arc là, la flèche elle pointe la cible. Vraiment, il faut que votre pointe de flèche touche l'élément que vous voulez indiquer. Et au bout de la flèche, vous devez écrire ce que signifie ce que vous avez identifié. Donc il faut écrire la légende au crayon de papier toujours. Donc les légendes, il faut qu'elles soient toujours indiquées du même côté. C'est les règles du dessin d'observation, toutes d'un même côté, donc à droite ou à gauche, peu importe. Vous avez le droit seulement de mettre de chaque côté droite et gauche si vous avez la même quantité de légendes de chaque côté. Par exemple, si vous avez 4 mots de légende à indiquer, eh bien vous pouvez en mettre 2 de chaque côté. Si vous avez que 3 légendes à indiquer, eh bien vous ne pouvez pas en mettre 2 d'un côté et une de l'autre. C'est tout d'un même côté. Donc pour être sûr de ne pas se tromper, le plus simple parfois c'est de mettre tout du même côté. Tous les traits de légende doivent bien s'arrêter au même niveau. Si vous tracez un trait vertical cette fois avec toutes les extrémités des flèches, ça doit arriver forcément au même point. Donc vous essayez de faire ça quand vous avez une feuille blanche, c'est pas évident de bien savoir si on est au même niveau, donc des fois tirer à la règle
voir si tous les traits de légende arrivent au même endroit, ça peut être une solution. Enfin, dans votre dessin d'observation, vous devez indiquer une échelle. Donc ça veut dire indiquer ce que vous avez représenté, quelle taille ça a dans la réalité. Par exemple, des fois, on peut tracer une petite barre d'échelle sur le dessin d'observation, une petite barre de 1 cm. Et on va dire, par exemple, 1 cm sur le dessin représente 3 mm dans la réalité. Souvenez-vous, la dernière fois, vous avez dû mesurer quelque chose sur un dessin d'observation et pour savoir la taille réelle, vous deviez utiliser l'échelle. Là, c'est pareil. L'échelle, c'est obligatoire dans un dessin d'observation. Sinon, parfois, on peut aussi indiquer le grossissement. Donc ça, c'est quand on fait une observation microscopique, on va indiquer combien de fois on a grossi tel élément. Par exemple, là, dans l'exemple que je vous ai mis, on a observé du coup une coupe de poumon et on vous dit dans l'exemple que ce que vous avez observé là sur l'image, ça a été grossi en réalité 40 fois. Donc dans la réalité, c'est 40 fois plus petit. Et enfin, comme tout document, il faut mettre un titre qui précise la nature du document. Donc sur un dessin d'observation, le titre doit commencer par dessin scientifique ou dessin d'observation de telle structure, observée à l'œil nu ou au microscope, et ensuite vous indiquez le grossissement ou l'échelle. Donc entraînez-vous vraiment à faire des beaux dessins et à suivre cette fiche méthode parce que c'est très très important. Alors, si on reprend l'activité, donc dans la consigne, vous deviez représenter sous la forme d'un dessin l'appareil respiratoire soit de la truite, soit du criquet. Donc pour ça, vous aviez des documents et des vidéos à consulter sur YouTube. C'était l'un ou l'autre, c'était pas obligatoire de faire les deux. Donc ici, la truite là, donc c'est un être vivant qui vit en milieu aquatique. Donc elle prélève le dioxygène qui est présent dans le milieu. Et donc l'eau rentre par la bouche du poisson et circule au niveau là de ses branchies qui se trouvent sous l'opercule. Là, ici sur la photo, l'opercule, le petit rabat là du poisson sur les côtés, il a été retiré pour qu'on observe bien les structures, mais l'eau passe vraiment par la bouche, circule dans les branchies là, et c'est à cet endroit là que le poisson va extraire le dioxygène présent dans l'eau. Et donc l'eau qui va ressortir par les opercules là ici, va être appauvrie en dioxygène. Parce que le poisson, comme l'être humain, consomme du dioxygène pour assurer le fonctionnement de ses organes. Donc ici, et petite parenthèse, dans le milieu aquatique, il y a moins d'oxygène que dans le milieu terrestre. Et dans notre milieu, nous, avec le vent, le dioxygène, il circule vraiment très très bien, alors que dans l'eau, parfois, le dioxygène il va être plus présent à tel endroit de l'eau et moins à d'autres endroits. Et donc c'est pour ça que le système d'extraction du dioxygène des branchies du poisson est très très efficace parce que y a quasiment 80% qui est extrait à chaque fois de l'eau. C'est vraiment une quantité très très forte. Donc l'eau va circuler donc dans les branchies du poisson là. Et comme vous le voyez sur l'autre photo qui est un peu plus grossie, il y a plein de vaisseaux sanguins ici, des petits capillaires sanguins très très fins dans les filaments branchiaux. Donc une branchie est constituée de filaments branchiaux et dans chaque filament branchiaux, on a des lamelles branchiales. C'est au niveau de ces lamelles branchiales que vraiment le dioxygène va être extrait. Et donc, il va passer directement dans le sang et le sang va le faire circuler dans l'organisme. Donc ici, voilà, ce n'est pas des poumons, ce sont des branchies qui extraient le dioxygène chez le poisson, chez la truite ici. Ensuite, un autre exemple de l'approvisionnement en dioxygène d'un être vivant, donc ici c'est le criquet qui vit en milieu aérien, donc c'est un insecte. Donc ici c'est encore un système différent. Si vous voyez un criquet dehors dans votre jardin, vous pouvez l'observer. Sur son abdomen ici, on a des petits ronds, des petits points là, et bien ce sont des stigmates, ce sont des petits trous très très fins. Et donc en fait, l'air va entrer par ces stigmates, dans ces petits trous, dans ces petits orifices là, et va circuler dans tout l'organisme du criquet. Comme en fait, si vous voulez, c'est un petit organisme, et bien l'oxygène et le dioxyde de carbone, les gaz là vont circuler vraiment dans tout l'organisme du criquet sans circulation sanguine. Donc en fait, là on a sur cette photo, là, on a découpé cette partie-là du criquet. Et donc, on a observé ce qu'il y avait dessous, ici. Donc là, vous avez l'appareil respiratoire du criquet.
Donc là, vous avez les petits stigmates, là, les petits trous. Donc, et derrière, vous voyez, il y a des trachées. Ce sont comme il y a un réseau de tuyauterie, en fait, il y a plein de petits tuyaux qui partent des stigmates et qui arrivent jusqu'aux organes du criquet, de l'insecte. Donc tous ces petits tuyaux, toutes ces trachées sont ramifiées en trachéoles qui sont plus fins. Donc en fait, chez l'être humain, vous vous souvenez, on avait les bronches, puis les bronchioles. Et bien là, c'est pareil, on a les trachées, puis les trachéoles. Et donc, quand on a observé là à la loupe binoculaire ici, on voit bien que ce sont des petits tuyaux un peu argentés là, et le dioxygène circule dedans jusqu'aux organes où ça va être le lieu où va se faire l'échange de dioxygène. Donc le gaz qui est entré par les stigmates circule par les trachées puis les trachéoles, et au niveau de la cellule trachéolaire, en fait c'est l'extrémité de la trachéole qui est en contact avec l'organe, on va avoir l'échange de gaz. Donc ici, vraiment, le gaz circule dans tous les sens, dans l'organisme, sans circulation sanguine, mais simplement dans ces petits tubes. Donc là, vous avez un schéma et un peu, vous avez la circulation des gaz pour voir ce qui s'y passe. C'était très bien expliqué dans la vidéo. Donc vous deviez faire le dessin d'observation soit de ceci, soit de cela. Donc voici les dessins que je vous propose. Donc chacun fait comme il veut, comme il peut. Donc vous voyez là, j'ai essayé de représenter fidèlement la branchie. J'ai zoomé sur un filament branchial. Mes légendes, elles sont bien toutes alignées. Il n'y en a pas une qui dépasse. Les traits de légende sont bien horizontaux. On a le droit de faire des cassures ici comme ceci quand on veut montrer une structure qui n'arrive pas tout pile tout droit. On a le droit de faire ça. Du moment que derrière, on revient à l'horizontale. Donc là, on a bien la lamelle branchiale, ce sont les petits traits qui vont permettre d'extraire le dioxygène. Les filaments branchiaux, ce sont tous les éléments qui composent la branchie. Et l'arc branchial, là, c'est la structure un petit peu plus rigide qui compose la branchie. Dans mon titre, j'ai bien mis la nature du document, dessin d'observation. De quoi il s'agit? Donc ici, c'est les branchies de la truite. Et ça a été observé au microscope optique, au grossissement x100. Donc vous voyez que j'ai bien tout indiqué. Tout est au crayon de papier, les traits sont assez fins. Il y a le grossissement, il y a le titre complet, donc tout est correct. Ici, j'ai fait le dessin d'observation de l'appareil respiratoire du criquet. Donc ici, pareil, dessin d'observation de l'appareil respiratoire du criquet, observé au microscope optique au grossissement x20. Donc moi, j'ai décidé là de vraiment dessiner que l'appareil respiratoire. Donc j'ai simplifié un petit peu. J'ai vraiment représenté simplement son appareil respiratoire et pas le reste. Donc j'ai vraiment, je n'ai pas triché, mais je me suis simplifiée. C'est l'élément principal que je veux représenter, donc c'est pas intéressant ici de refaire les organes. Donc l'air arrive du milieu extérieur, il passe dans le stigmate, dans l'organisme, il circule dans la trachée de l'insecte qui se ramifie en trachéole là. Et ensuite, il arrive au niveau de la cellule trachéolaire, qui est l'intermédiaire entre le milieu de l'insecte et l'organe. C'est ici que l'échange se fait. Donc voilà pour ça, pour ces dessins d'observation. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'activité, je vous demandais de me rédiger un paragraphe de 4 lignes pour expliquer comment la truite ou alors le criquet, selon que vous avez travaillé sur l'un ou sur l'autre dans la question 1, expliquer comment il s'approvisionne en dioxygène dans son milieu de vie. Parce que c'est pas comme l'être humain, il y a d'autres fonctionnements et c'est important que vous connaissiez d'autres exemples. Donc pour ça, je vous demandais vraiment de m'expliquer pour l'un ou pour l'autre comment ça se passe en 4 lignes. Donc à chaque fois, vous deviez préciser le milieu de vie de l'animal. Donc est-ce qu'il vit dans un milieu aquatique ou terrestre? Le système de transport des gaz dans l'animal, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est transporté? Est-ce qu'il est transporté avec du sang, sans circulation, etc. Préciser la surface d'échange du gaz. Alors attention, ça peut poser problème. La surface d'échange, c'est bien l'endroit où il y a un échange de gaz entre un milieu et un autre. C'est comme une petite barrière. Quand on la franchit, on passe d'un milieu à un autre. Donc il fallait vraiment l'identifier chez la truite ou chez le criquet. Alors moi, je vous propose une correction pour les deux, selon que vous avez travaillé sur l'un ou sur l'autre. Alors, la truite, son milieu de vie, c'est le milieu aquatique. On sait que l'eau contient le dioxygène. La truite transporte l'eau,
l'eau est transportée jusqu'aux branchies du poisson. Les branchies sont riches en vaisseaux sanguins, donc ça on l'a vu sur la photo. La surface d'échange, donc là le lieu où est échangé le dioxygène, se fait entre l'eau et le sang, c'est la lamelle branchiale de la branchie. Vous avez vu sur la photo et avec mon explication que la lamelle branchiale, c'est vraiment la petite structure du filament branchial présent sur la branchie. C'est à cet endroit-là où on extrait le dioxygène. C'est à ce moment-là qu'il passe de l'eau au sang. Donc c'est ça la surface d'échange chez la truite. Les lamelles branchiales reçoivent l'eau et les capillaires sanguins qui sont présents dans les lamelles récupèrent ce dioxygène. Ensuite, c'est le sang qui va transporter ce dioxygène dans tout l'organisme. Donc ici, c'est un petit peu comme chez l'être humain, il y a une circulation sanguine qui s'occupe de transporter le dioxygène une fois qu'il est extrait. Donc le criquet, lui, vit dans le milieu aérien. Le dioxygène, il est présent dans l'air et il est transporté dans la trachée de l'insecte. Il n'y a pas de sang pour faire circuler le gaz ici. La circulation sanguine est séparée de la circulation des gaz. La surface d'échange des gaz, du dioxygène, donc, c'est la cellule trachéolaire ici. C'est vraiment à cet endroit-là que le gaz va passer de la trachée à l'organe. Donc, vous voyez que là, vraiment, c'est cellule trachéolaire. C'est vraiment à cet endroit-là que l'échange se fait. Donc, quand vous avez corrigé votre activité au stylo vert et surtout que vous avez compris vos erreurs, s'il y avait des erreurs, que vous avez un petit peu repris votre dessin d'observation s'il y avait des manques ou des erreurs, vous notez le bilan en rouge dans votre cahier à la suite de tout ça. Donc, les animaux prélèvent le dioxygène dans leur milieu grâce à leur appareil respiratoire. Donc, si on fait l'exemple du poisson, dans le milieu aquatique, l'eau riche en dioxygène circule dans les branchies du poisson qui sont vascularisées. Vascularisées, c'est pour dire qu'il y a la présence de vaisseaux sanguins. Les branchies constituent la surface d'échange de dioxygène entre l'eau et le sang. C'est le sang qui transporte ensuite le dioxygène aux organes du poisson. Chez le poisson, les systèmes respiratoires et circulatoires, donc les vaisseaux sanguins, fonctionnent ensemble, ils sont couplés. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Chez le criquet, dans le milieu aérien, l'air riche en dioxygène entre par les stigmates de l'insecte. Les trachées ramifiées, comme les branches d'arbres, assurent le transport du dioxygène du stigmate aux organes. C'est là où l'échange gazeux est réalisé. Ici, le système respiratoire, il est indépendant du système circulatoire. Ils ne fonctionnent pas ensemble, ils ne sont pas couplés. Donc voilà le bilan qu'il fallait noter et ça marque la fin de ce chapitre. Donc vous devez maintenant faire le quiz que je vous ai mis en ligne.